Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet assez intense, une série de défis tirés d'un texte sur la croissance personnelle, l'esprit endurci. L'objectif? Se forger un mental d'acier, transformer les obstacles en carburant. Oui, c'est exactement ça. On va décortiquer un peu la philosophie derrière ces exercices qui sont, il faut le dire, assez exigeants. L'idée, c'est d'identifier ses limites, d'oser sortir de sa zone de confort, et puis d'utiliser les épreuves passées ou présentes comme levier. Et surtout, apprendre de ses échecs. Alors, commençons par le premier défi. Il s'agit d'affronter la réalité, de lister ses difficultés, ce que l'auteur appelle la mauvaise main. Il parle aussi d'un outil, le miroir de responsabilité. Ça a l'air assez confrontant, non? Utiliser des post-it sur un miroir? Ah oui, c'est concis pour être confrontant, hein. C'est pas du tout une tactique d'amour-propre classique, hein. L'idée, c'est vraiment la prise de responsabilité, presque radicale. C'est-à-dire? Au lieu des affirmations positives, là, on affiche ses insécurités, ses objectifs, mais surtout les étapes concrètes pour y arriver. C'est une confrontation directe, honnête. Si l'objectif, c'est, mettons, perdre du poids, on note perdre 1 kilo cette semaine. C'est précis, ça vise à dépasser l'ego, tu vois. D'accord, une honnêteté un peu brutale pour commencer. Et ensuite, le texte insiste beaucoup sur l'importance d'embrasser l'inconfort. Mais pas des trucs forcément énormes, hein. Plutôt des actions quotidiennes. Faire son lit parfaitement, faire la vaisselle tout de suite, se lever tôt pour courir, même si on déteste ça. Exactement. Le lien entre cet inconfort volontaire et le renforcement mental est central. Chaque petite action inconfortable qu'on s'impose et qu'on répète, eh bien, ça construit la résilience, petit à petit. Comment ça marche concrètement? En fait, ça endurcit l'esprit. Ça développe un dialogue interne plus solide face au stress. À force de choisir ce qui est un peu dur, on transforme ses faiblesses, ces petites choses qu'on évite, en habitude de discipline. C'est un entraînement mental. Vraiment. Intéressant, cette progression. Et ça nous amène à un autre défi, le numéro 4, qui est encore plus combatif. Utiliser la négativité des autres, un patron exigeant, un prof, un coach, comme motivation pour exceller, pour dépasser leurs attentes. L'auteur utilise une formule choc, prendre leur âme. Oui, l'expression taking souls est forte. C'est vrai. Ça évoque une sorte de victoire psychologique par l'excellence. L'idée, c'est que ton travail, ta préparation, tes résultats deviennent si exceptionnels, si indéniables, qu'ils forcent le respect. Ça peut même déstabiliser celui qui doutait de toi. Ça demande un sacré niveau d'engagement, j'imagine. Absolument. Ça implique une préparation quasi obsessionnelle. Étudier plus, travailler plus dur, anticiper. C'est renverser la dynamique par la compétence pure. D'accord. Et pour tenir bon dans cet effort constant, le texte propose des outils mentaux. Il y a la boîte à cookies et la visualisation. Peux-tu nous en dire un mot? Oui, ce sont deux outils pour la gestion mentale. La boîte à cookies, c'est assez simple. C'est se remémorer activement ses succès passés. Petits ou grands, hein. Avoir arrêté de fumer, surmonter un obstacle pro. Pour se rappeler qu'on en est capable. C'est ça. Pour puiser de l'énergie quand c'est difficile, en se basant sur des preuves concrètes de sa propre force. Et la visualisation, elle, prépare au futur. J'allais y venir. Mais attention, c'est pas juste imaginer le succès, c'est visualiser aussi les obstacles possibles et surtout comment on va les surmonter étape par étape. C'est une répétition mentale, une stratégie. Ça complète le travail, ça ne le remplace pas. Logique. Un autre concept qui m'a marqué, c'est la règle des 40%. L'idée que, quand on pense être au bout de nos forces, on n'aurait en fait utilisé que 40% de notre capacité réelle. Ça semble énorme. Oui, c'est contre-intuitif. L'idée derrière, c'est que notre cerveau, par protection, nous incite à arrêter bien avant notre limite réelle, physique ou mentale. Le défi, c'est donc de pousser systématiquement un peu plus loin, juste 5 à 10% au-delà de ce point d'arrêt habituel. Et ça change quoi concrètement? Mais cette augmentation graduelle force l'adaptation, le corps et l'esprit s'habituent et la norme personnelle est redéfinie, elle augmente. Dépasser ses limites physiques renforce aussi la capacité à surmonter des blocages mentaux dans d'autres domaines. C'est voir la vie comme un jeu mental contre soi-même, en quelque sorte. Une reprogrammation constante, en somme. Mais que faire si, malgré tout, on échoue? Le dernier défi qu'on aborde, le numéro 10, parle d'apprendre de ses échecs via un rapport après action.
C'est quoi cette méthode? C'est une analyse post-mortem, on pourrait dire, mais très structurée et sans complaisance, même longtemps après l'événement. Il faut lister ce qui a bien fonctionné, oui, mais surtout identifier très honnêtement les erreurs, les points faibles, les mauvais choix. Et l'étape d'après? L'étape clé, c'est d'analyser son état d'esprit au moment de l'échec, pour comprendre les blocages mentaux, les doutes. Et ensuite, planifier très vite une nouvelle tentative, en intégrant les leçons apprises. L'échec n'est plus une fin, mais juste une étape du processus. C'est clair, on est face à une approche très exigeante. Tous ces défis dessinent un chemin structuré mais vraiment ardu pour développer sa force mentale. Chaque difficulté devient un levier. Absolument. Et tout ça, ça soulève une question de fond, je trouve. Cette quête incessante de dépassement, cet inconfort recherché, où est l'équilibre? Est-ce qu'il y a un risque d'épuisement à trop tirer sur la corde? Une performance exceptionnelle et durable, est-ce que ça repose uniquement sur cette discipline de fer? Ou est-ce qu'il faut aussi prendre en compte d'autres éléments, peut-être plus nuancés?